Je suis Anne-Gaëlle Athias, née en France, d'où le Anne-Gaëlle, qui est un prénom breton, mais de parents du Maroc. Mon père est meknassi, ma mère est casablancaise. Et donc, je suis ce qu'on appelle une deuxième génération en France. Les enfants de gens arrivés généralement des pays du Maghreb dans les années 60-70 et qui se sont établis là. Je viens d'une famille juive dite consistoriale, c'est-à-dire traditionnaliste. Et j'ai grandi en fréquentant les écoles juives. Donc, ma famille n'était pas très religieuse, mais elle gardait quand même les grands principes religieux à la maison. À la maison, on mangeait cachère. Shabbat, mon père faisait la prière. Mais par exemple, après, il pouvait aller faire des courses. Là, c'est pas très réglo pour Shabbat. Voilà, il y avait un petit peu... et très bien inséré dans la société française. Voilà, il fallait être... on savait qu'on n'était pas d'origine française, mais il fallait être de bons citoyens français, vraiment dans les codes de la République. Ça, c'est très répandu dans les années, début des années 70-80, beaucoup de juifs. Je suis née en banlieue parisienne, à Longjumeau. C'est une petite banlieue dans le sud de la banlieue parisienne. J'ai été à l'école publique pour tout le primaire, dans ma petite banlieue. Et j'avais envie de connaissances juives, religieuses. Je voyais déjà enfant qu'à la maison, mon père, mon oncle faisaient la prière et les femmes, elles ramassaient les assiettes. Et voilà, elles étaient à la fois très concernées et pas concernées. Donc moi, j'avais envie de ça. Donc j'ai demandé, quand je suis rentrée au collège, en 6e, à aller à l'école juive. Et j'ai commencé donc l'école juive, d'abord en banlieue parisienne, puis ensuite à Paris, le lycée. Toute ma scolarité à l'école juive, traditionnaliste, donc avec des codes pour les hommes et les femmes très séparés. Aujourd'hui, je suis la 6e femme rabbin de France. C'était pas du tout tracé comme ça au début. Au début, je suis une adolescente qui n'aime pas beaucoup l'école. Je suis une élève très moyenne. Et après mon bac économique, je vais en arts plastiques pendant 2 ans. Rien à voir. Et ça le fait pas. Et très vite, je sors de là et j'ai envie de travailler et je vais me lancer dans le journalisme. Ça va en autodidacte. Je vais faire du journalisme par alternance. Comme je vais apprendre le métier sur le tas. Et je vais rester 20 ans dans le journalisme. J'étais très heureuse en tant que reporter. J'étais très heureuse parce que j'allais au contact des gens, parce que je voulais aller découvrir des choses et j'en découvrais plein. Mais à un moment, la télévision a changé. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé à un moment où il y avait quelques chaînes de télévision et quand vous aviez une caméra, vous changiez un peu la vie des gens quand vous alliez les voir. Vous aviez une force d'intervention. J'ai fini ma carrière, il y avait peut-être 15 chaînes. On était, quand on faisait une interview, 50 journalistes dans une mêlée de rugby pour aller interviewer un homme politique qui répétait toujours la même chose. Ça avait perdu de son intérêt. C'était devenu que de la compétition. Et là, je me suis arrêtée et je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sens de ta vie? La crise de la quarantaine, ça doit être ça. Quel est le sens de ta vie? J'avais de la chance d'avoir commencé à travailler très jeune, donc j'avais mis un peu d'argent de côté. Et je voulais revenir au judaïsme de la manière dont je l'avais découvert en étant adulte. C'est-à-dire que j'ai grandi donc dans une famille traditionnaliste, mais je ne supportais plus les inégalités hommes-femmes qu'il y avait dans les synagogues, le fait d'être derrière un rideau. Et donc à un moment, très jeune, j'ai commencé à m'éloigner. Et je suis revenue au judaïsme vers l'âge de 22 ans, 23 ans, quand j'ai découvert des synagogues libérales avec la première femme rabbin qui s'appelait Pauline Beb. Qui n'était pas forcément quelqu'un avec qui j'étais d'accord sur tout, mais je me suis dit, c'est possible un univers juif, religieux, où on est moderne et surtout égalitaire. Moi, c'est ça ce qui m'a amenée au judaïsme progressiste. Je recherchais une place des femmes qui était conforme à ma génération, qui n'était pas celle de ma grand-mère. Et je ne me voyais pas comme seul horizon
ce qu'on nous donnait à l'école, c'était tout le temps « quand vous vous marierez, quand vous vous marierez, quand vous vous marierez ». Et finalement, c'est notre mari qui allait aller à la synagogue pour nous, c'est notre mari qui allait signer seul le contrat de mariage parce que ce qu'on disait à l'époque, c'était la femme reine du foyer et l'extérieur, c'est pour le mari. Non, moi j'étais une fille de ma génération française. Je ne pouvais pas accepter ça. Il fallait une manière, un judaïsme qui réconcilie les deux aspects. À la fois la modernité dans laquelle je vivais, l'inclusivité de toutes sortes de personnes, et à la fois la tradition à laquelle j'étais attachée. Je remercie ma famille de m'avoir donné un judaïsme indiscutable. Même si je n'étais pas allée à l'école juive traditionnaliste, orthodoxe, chez mes parents, le judaïsme, ça n'a jamais été un choix, c'est une évidence. C'est-à-dire que petite, je ne me suis jamais dit « tiens, si j'étais autre chose que juive ». C'est une évidence. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif de dire que ça n'a pas été un choix. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'être autre chose que ce que je suis. Et pour moi, c'est comme si on me disait « mais est-ce que tu peux changer de couleur de peau ?» Non, je ne peux pas changer de couleur de peau. Est-ce que tu peux changer de couleur des yeux ? Il paraît qu'on peut, mais bon. Non, a priori, ça ne me passe pas par la tête. C'était du même ordre. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, j'essaye, quand j'ai des gens en conversion, de leur dire plus tard, quand vous élèverez vos enfants, il faut que ça soit aussi évident que ça. Que la question ne se pose pas. Donc ça, c'est la force, on va dire, d'un judaïsme très ancré, très présent dès l'enfance. Après, le problème, c'est quand on ne pratique pas comme ses parents. C'est quand on choisit une voie à l'intérieur de la même religion qui n'est pas celle de ses parents. Mon judaïsme, le fait que j'ai une kippa, le fait que je mette des téphilines, le fait que je mets un talit, je pense que ça n'a pas été évident du tout pour mes parents au début. Ils ne m'ont pas empêché, mais j'avais déjà, quand j'ai décidé de commencer mes études rabbiniques, j'avais plus de 40 ans. On n'empêche pas un adulte à ces âges-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne m'ont jamais poussé vers ça. Ça a été mon chemin et à un moment, ils l'ont respecté. Au début, quand j'ai dit que j'allais quitter la télé pour faire rabbin, ils étaient très dubitatifs. Pour le style de judaïsme, mais aussi pour le niveau de vie. Rabbin et journaliste, c'est pas payé pareil. Donc, ils ont accepté quelque chose qui est très différent d'eux. Et je sais très bien que, par exemple, quand je suis dans des fêtes de famille, pour ma famille, je ne suis pas un rabbin. Je donne toujours cet exemple. Ma famille, elle est ce qu'on appelle orthodoxe, mais pas au sens où vous le dites au Maroc, c'est-à-dire qu'au sens anglo-saxon, c'est-à-dire traditionnaliste, si vous préférez, pour le public marocain. Donc ma famille, elle est comme ça. Donc pour elle, on lui a toujours appris que les femmes, ça ne doit pas compter dans le minyan, le quorum des personnes autorisées pour faire certaines prières. On leur a toujours appris comme ça. Donc le fait de voir des femmes faire ça, pour eux, c'est du dévoiement un petit peu. Alors ils sont respectueux parce qu'ils m'aiment bien, mais je sais très bien que je me souviendrai toujours, et je leur en veux pas du tout, parce que se respecter, c'est aussi accepter d'un côté et de l'autre. Mes grands-parents, je les adorais. Je passais toutes mes vacances ici au Maroc avec eux, je les adorais, mes grands-parents. C'était, voilà. Et arrive le décès de mon grand-père. Et là, il faut faire la prière, et une certaine prière, le Kaddish, où il faut être 10. Pour moi, progressiste, 10 hommes ou 10 femmes adultes juifs, c'est bon. Pour un traditionnaliste, il faut 10 hommes, et uniquement 10 hommes. Et arrive ce moment où moi, je ne suis pas encore rabbin, mais je commence à vraiment être dedans, et je me retrouve à ne pas compter. Et mes petits-neveux, qui à l'époque vient de faire sa bar mitzvah, il a 13 ans, on le fait venir d'urgence pour compléter le compte. Alors, je le comprends, et j'ai rien dit à ce moment-là, évidemment. Je n'étais pas surprise, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais, effectivement, c'est une différence.
Donc voilà, il faut leur demander de nous respecter, mais il faut nous aussi qu'on soit capable de respecter dans ces moments-là. Je ne vais pas faire de mes parents des juifs progressistes sur ces questions-là. Après, maintenant, ils se sont habitués à voir mon talit, mes téphilines. Mon père m'a même passé ses téphilines, il n'y a pas de problème. Nourri, c'est à l'école juive traditionnaliste que j'ai pris le goût du judaïsme en tant qu'étude. Et pas seulement en tant que folklore. C'est à l'école juive que j'ai appris à lire, à écrire l'hébreu, à commencer à étudier la Torah. Alors, voilà, de manière, pas le Talmud, parce que ça c'était réservé aux garçons et pas les filles, voilà. Mais c'est à l'école juive que j'ai pris cet ancrage-là. Donc ça a plutôt été, au début, moteur. Frein aussi massif, parce que tout simplement, dans le milieu où j'évoluais traditionnaliste, on ne savait pas qu'il y avait des femmes rabbins. La première femme rabbin, elle est en 1990 en France. Donc, j'étais déjà grande. Et de toute façon, même si on l'avait su, c'était pas concevable, en fait, pour moi. Jeune fille, c'était pas concevable que je puisse être rabbin un jour. Ça n'existait pas. C'était même pas concevable qu'un jour je puisse mettre une kippa ou un talit. Je regardais les hommes le faire en me disant j'aurais bien aimé. Mais c'était même pas imaginable. Je savais même pas qu'aux États-Unis il y en avait plein. On ne parlait pas de ça. J'ai découvert tout ça, j'avais quasiment 25 ans.